Merci. Bonjour tout le monde, Gillian Kant. Je suis ravie d'être ici. Je suis doctorante chercheur à l'Université de Strasbourg sur le sujet de la petite enfance. C'est juste pour contrôle micro. Voilà, on a été réunis aujourd'hui pour justement inviter ce sujet de la petite enfance dans le cadre de la classe dehors. On était très contents d'être invités puisque souvent on pense la petite enfance c'est un secteur à part, mais en fait c'est la vie d'un enfant qui est toute une continuité avec la vie d'un enfant. Et puis donc on est ici avec les intervenants très intéressants. On va échanger avec aujourd'hui. Donc on a Gladys Benoît qui est venue comme directrice de crèche municipale de Marseille, qui va nous parler un peu de ses expériences de cette nature dehors. On est ravis d'accueillir aussi l'adjointe maire en charge de la déléguée de la place de l'enfant dans la ville, qui a fait en sorte qu'on puisse être ici, donc accueillis par la ville de Marseille, et on vous remercie chaleureusement. Donc Sophie Guérard. On a également de très loin Lyon qui est arrivé avec l'adjoint en charge de la petite enfance de la ville de Lyon, qui mène beaucoup de projets aussi, qui va nous en parler de cette aventure et ces nouveautés pour la ville de Lyon. Donc Stéphane Vasselin. Nous avons avec nous aussi Louise Boucher, qui est doctorante et qui travaille avec l'association La Belle Vie, qui va faire un projet de recherche sur justement toutes ces pratiques en train de se développer en France. Et nous avons donc Elena Brumelli qui va nous parler aussi de faire collectif en fait les choses pour les professionnels, où se tourner, comment on peut trouver des informations aujourd'hui, et de par de son expérience comme formatrice et initiatrice, fondatrice d'une éduquée en plein air. Voilà. Donc nous allons commencer déjà une grande bienvenue et merci de votre participation. Je voulais commencer avec une question comme pour la ville de Marseille. Peut-être vous pouvez commencer à nous raconter un peu sur la petite enfance. Quelles sont les actions? Aujourd'hui, on parle déjà, excusez-moi, la question au départ, c'est on parle de plein air, nous parlons de dehors, nous parlons de hors les murs, nous parlons de nature. Et je voulais peut-être faire un premier tour de table pour aussi dire qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là. Qu'est-ce que pour vous le plein air, le dehors, la nature? Est-ce qu'on parle de quoi exactement pour bien poser notre sujet? Donc peut-être je vous laisse vous présenter et nous expliquer un peu votre vision sur cette thématique. Alors, donc, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Sophie Guérard, adjointe au maire de Marseille, en charge de la place de l'enfant dans la ville et de la petite enfance. Et je suis, avant d'être élue et toujours, je suis professeure des écoles depuis 24 ans et je dirige une maternelle depuis 8 ans. Donc, à la maternelle, on a les mêmes problématiques. Il faut sortir, il faut diversifier les activités, il ne faut pas laisser les enfants enfermés. Donc, quand j'arrive à la mairie, je regarde un petit peu comment ça se passe pour la petite enfance. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que quand bien même les crèches sont adaptées, il y a de l'espace, on a des locaux idoines pour les enfants, on ne peut pas se contenter de les laisser toute la journée en fait à l'intérieur. Donc on a des extérieurs de crèches. Si on a de la chance, on a des jardins pédagogiques. Quand on n'en a pas, on essaie de les faire, mais ce n'est pas suffisant pour aller à la découverte du monde en fait. Et on a de la chance d'avoir le rapport des 1000 premiers jours, le rapport de Sophie Marianopoulos qui incite à considérer que tout ne commence pas à 3 ans, mais que tout commence à 3 mois. Et que donc, il est urgent de ne pas attendre et de ne pas considérer que les petits sont trop petits. Sur ce qui est extérieur, ça relève différentes choses. C'est le plus accessible et ce qui doit être travaillé fortement, c'est l'extérieur de la crèche, parce qu'avec des tout petits, c'est quand même ça qui se passe quotidiennement. Et après, on a le rapport à l'extérieur avec tout ce qui est sorti et toutes les contraintes que représente à ces âges-là de sortir les enfants hors les murs, hors la crèche, dans les parcs, dans les jardins, dans les espaces extérieurs. Mais ça, je vous le raconterai après. Merci. Alors moi, je suis Stéphane Vasselin, donc adjoint petite enfance à Lyon. Sur la question un peu sémantique, plein air, nature, hors les murs, je pense qu'il faut se replacer du point de vue des professionnels, et particulièrement pour nous, élus de grandes villes,
on doit partir de la réalité vraiment des crèches qui est assez hétérogène. Certaines crèches vont avoir la chance d'avoir un superbe extérieur avec des arbres, des sols naturels, même du relief, et d'autres vont avoir uniquement un morceau de terrasse, voire dans les cas les plus extrêmes, rien du tout. Donc le but, c'est vraiment de considérer, moi c'est pour ça que je privilégie le terme de plein air, le fait d'être dehors. Le plein air, du coup, c'est un terme quand même qui parle de lui-même et qui ne survend pas non plus la réalité du terrain, et y compris pour les familles. Donc nous, on ne va pas parler de crèches nature, y compris pour les crèches de plein air qu'on est en train de faire à Lyon. Parce que quand bien même elles sont bien effectivement naturelles, avec de beaux extérieurs, on veut que toutes les équipes de toutes les crèches, en tout cas à Lyon, puissent considérer qu'elles sont concernées par le fait de pouvoir être dehors avec les enfants et donc de pouvoir être en plein air. Même si elles n'ont qu'un tout petit morceau d'extérieur, même si elles n'ont rien du tout, elles peuvent s'approprier, et c'est en ça qu'on les aide derrière, à la fois en formation et en logistique pour sortir avec les enfants, mais s'approprier l'espace de nature le plus à proximité de la crèche. Et en fait, tout le travail, c'est de montrer que finalement, le plein air, il est possible toute l'année, tous les jours, pour tout le monde. Qu'il n'y a pas un établissement, je parle pour Lyon, à Lyon, qui serait dans l'incapacité de pouvoir s'approprier le plein air. Et c'est vraiment pour ça qu'on privilégie plutôt ce terme. Oui, alors moi je suis doctorante au Muséum national d'histoire naturelle et en partenariat avec l'association La Belle Vie, et je travaille notamment sur les pratiques de nature dans la petite enfance, et je m'intéresse surtout, un peu comme toi, et je m'intéresse surtout aux relations croisées entre enfants, adultes et nature dans les expériences de nature. Du coup, moi je ne vais pas vraiment pouvoir donner de définition de ces termes-là, mais parce que dans mon travail de recherche, je vais m'intéresser aux intentions et aux valeurs qui sont portées par ces termes. Et ce que ça signifie pour les professionnels, ce que ça signifie pour les acteurs et les actrices du terrain. Et en fait, pour moi, ces termes-là, ils représentent une réalité de terrain, c'est celle que vous avez un petit peu énoncée, mais ça représente aussi un enjeu politique et environnemental, et c'est notamment là-dessus que ma recherche va pouvoir se porter. Bonjour, donc moi je suis Elena, je suis infirmière et éducatrice de jeunes enfants. Et en Italie, j'avais fait un master en outdoor education. Donc, la définition qu'on donne en Italie, c'est comment aller en dehors de la porte. Donc, l'éducation plein air, c'est pas juste le contact avec la nature, le lien avec la nature, mais aussi comment créer un projet qui soit en lien avec les spécificités de l'environnement local et des opportunités locales. Justement parce que si on se questionne sur comment créer un projet de plein air en ville, ou peut-être dans une crèche qui n'a pas d'espace extérieur, c'est peut-être moins évident. Donc, comment on peut faire si que même des crèches en milieu urbain puissent profiter du plein air, c'est le vrai enjeu. Et je pense aussi que c'est la beauté de ce type de projet, parce qu'il peut être flexible, il peut s'adapter à l'environnement. Donc peut-être au milieu rural, ça sera plus simple de créer des projets au milieu sauvage. Et au milieu naturel, ça sera plus simple de créer des projets en partenariat avec les commerces, avec des artistes, avec le musée, avec la communauté éducative. Donc pour moi, éducation en plein air, crèche semi-plein air, c'est comment faire du plein air, donc du monde, le lieu où les enfants apprennent la vie. Et Gladys, j'aimerais bien vous entendre aussi. Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Gladys Benoît, je suis directrice d'une crèche dans le 6e arrondissement de Marseille, donc bien concernée par le problème que posent les crèches du centre-ville, puisqu'on a très peu d'accès à l'extérieur. On a une petite cour qui fait à peu près 20 mètres carrés. Et c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie à aménager cette petite cour pour que les enfants puissent sortir, découvrir, toucher tout ce qui est nature en fait. On considère que quand même les enfants sont 8 à 10 heures, 5 fois par semaine sur les crèches. C'est énorme pour un petit enfant.
Et il a besoin de découvrir l'extérieur, il a besoin d'être à l'extérieur, il a besoin de faire ses expériences. Et on met vraiment tout en œuvre pour que tous les jours les enfants sortent. Il y a un roulement qui est fait par section parce que c'est une crèche de 34 enfants avec une petite cour. Il y a un roulement, les enfants sortent ou le matin ou l'après-midi sur des temps d'une demi-heure, 1 heure. Il y a des jardinières qui sont mises en place sur les balconnets des fois. Mais on se rend compte de l'impact que ça a. Ils ont besoin d'avoir ce contact, cette reconnexion à l'extérieur. Et nous, en tout cas, c'est un projet pédagogique qui est mené par toute l'équipe depuis 2 ans maintenant. Super, merci. Mais justement, j'entends beaucoup cette question aussi d'accessibilité, surtout quand on est milieu urbain. J'ai vu à Marseille, si j'ai bien compté, enfin, j'ai pas compté, c'était sur le site internet, mais 414 parcs qui sont là, et avec voilà, de 26 parcs qui ont été renouvelés, c'est ça? Donc il y a énormément de structures, enfin d'extérieur dans la ville de Marseille. On peut témoigner déjà aujourd'hui. À Lyon, je crois, pareil, vous avez beaucoup de parcs. Est-ce que l'une des ambitions, ce serait que quand on parle hier soir avec Joël Zax, elle parlait d'aller dehors, en fait, de sortir le dehors. En anglais, c'est outdoor, c'est la porte. Il faut passer la porte pour aller à l'extérieur voir ce qui est là. Comment on peut accompagner les professionnels? Qu'est-ce que les villes peuvent faire pour que les structures puissent accéder à cet extérieur, cet plein air? Il suffit d'ouvrir la porte et on trouverait quelque chose. Je pense que ce n'est pas aussi facile. Sophie, je vous passe la parole. Alors, nous, en 2020, quand on arrive, il n'y a plus de sortie pour les crèches autorisées depuis la guerre en Irak. Donc, plus de 20 ans. Moi, je me rends compte de ça parce que je regarde le règlement et que je vois qu'il n'y a pas d'autorisation de sortie, comme on fait dans les écoles, comme on remplit. Et donc, c'était quelque chose qui était perdu, parce que plus de 20 ans, en fait, ça veut dire que quasiment la plupart des professionnels petite enfance de la ville de Marseille n'étaient jamais sortis, n'avaient pas eu ça du tout dans leur pratique. Donc, on a retravaillé ce sujet, on a remis une autorisation de sortie dans le règlement, parce que c'était la première chose qu'il fallait faire. Et sur les premières, on les a fléchées, on les a cadrées. Alors, ce n'était pas des sorties de nature, c'était des sorties de culture. On avait mis en place un dispositif qui s'appelait Une crèche, un musée, mais le musée était dans le parc Borély. Alors bon, quand on va dans un musée qui est dans le parc Borély, qui est un des plus beaux parcs de Marseille, on fait nature et culture en même temps. Tout ce qu'on doit mettre en place, nous, il faut savoir que la logistique est énorme. C'est-à-dire que sortir les tout-petits avec les accompagnateurs, et à la ville de Marseille, on y tient très fortement. Les familles sont toujours avec nous. Parce que ce soit pour la nature ou que ce soit pour la culture, l'objectif, il est triple. Il est de apporter aux enfants un bien-être, une découverte, etc. Il est d'apporter aux professionnels de la petite enfance des journées qui soient différentes des autres, des projets qui structurent l'équipe et qui les dynamisent, parce que ce sont des métiers très routiniers quand même, donc tout ce qui est pédagogie du projet fait du bien. Et de faire ce qui est au moins aussi important, si ce n'est le plus important, de l'aller vers les familles pour qu'ils découvrent eux-mêmes les parcs, les jardins, les bibliothèques, les musées, en espérant qu'après, ils verront que leur enfant y a pris du plaisir et qu'ils les ramèneront. Parce que ce n'est pas toujours le professionnel qui va pouvoir s'occuper de l'enfant. Donc il faut que la famille avance. En termes de logistique, c'est des cars. Donc c'est des lignes budgétaires de cars et ça coûte très cher, hein, mais après on ne fait rien sans rien. C'est toute la direction petite enfance, quand on se met des défis d'amener 350 enfants et 350 parents aller voir l'orchestre philharmonique à l'Odéon jouer Pierre et le Loup en décembre. C'est l'intégralité de la direction petite enfance. Donc le monsieur du budget, la madame des couches, tous les services qui sortent jamais, qui sont en chasuble et qui accompagnent les petits, parce qu'on avait 15 crèches, des cars dans tous les sens. Et ça, c'est quand même super, parce que quand on est dans des directions, dans des grosses villes, nous, on a 59 crèches, il y a quand même 1500 agents professionnels, que tout le monde participe, que tout le monde fasse partie de la même épique. Ça joue aussi sur le team building, quand même, donc c'est important. Donc, c'est à la fois les lignes budgétaires pour l'écart, à la fois toute l'organisation de l'administration qui accompagne les équipes, et ça, c'est quand c'est fléché. Là où moi, je suis contente, c'est que maintenant, moi, je leur ai dit, maintenant que vous avez l'autorisation de sortie, que vous avez repris l'habitude de sortir, organisez vos propres sorties. Devenez maître de ce que vous voulez faire, où vous voulez aller avec les petits. Ce n'est pas toujours la direction petite enfance ou moi ou l'adjoint à la culture qui va. Et donc, par exemple, on a une crèche qui, en 2 fois, là, avec les moyens grands, prend la navette du bateau à la Pointe Rouge,
va jusqu'au Vieux-Port. Au Vieux-Port, prend le petit train pour faire tout le petit tour. Et là, du coup, on est sorti nature et reprend le bateau. Et ça, c'est quelque chose qu'elles ont créé elles-mêmes. En fait, nous, on les accompagne dans la logistique, dans les tickets. Mais donc, ça veut dire qu'on arrive à la phase autonome de la sortie. Et donc, elles peuvent aller où elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent. Voilà. Alors, à Lyon, on est vraiment dans une approche de la sortie, pour le coup, du quotidien, hein, et pas forcément sur la sortie qui va justement impliquer une logistique. Parce que ce qu'on veut que les équipes s'approprient, c'est justement le fait qu'il faut sortir tous les jours et qu'une sortie de qualité, elle se fait, que ce soit dans la cour de la crèche ou vraiment dans l'espace qui est à 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, à pied de petits. De la crèche. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire à Lyon, c'est 2 axes. C'est démontrer tous les bienfaits du fait d'être dehors tous les jours et lever les freins auprès des équipes. Parce que le verrou, il est avant tout culturel au final. Une fois qu'on a bien expliqué aux équipes, quand je dis on, c'est une formation vraiment de qualité qui a été mise en œuvre. Toutes les professionnels de Lyon ont été formés par une formatrice danoise, une JE danoise qui s'appelle Christine Adamsen, qui est la Mary Poppins du plein air. Partout où elle passe, les fleurs poussent, c'est magique. Et les équipes surtout repartent convaincues. Donc en fait, c'est une journée de formation in situ, donc dans chaque crèche, pour que les équipes s'approprient leur environnement extérieur et qu'on parte de leur réalité terrain et que les freins soient levés à partir de cette réalité-là. Donc quand je vous ai dit qu'il y a 2 axes, il y a le fait déjà d'expliquer les bienfaits, parce que les professionnels, dans l'écrasante majorité, si vous partez du bien de l'enfant, du bien-être de l'enfant, vous les convainquez d'emblée. Et oui, le fait d'être dehors tous les jours, c'est des bienfaits pour la santé de l'enfant, pour son sommeil, pour son développement moteur, pour l'appréhension fine, même en termes de créativité, de baisse de l'agressivité aussi, la mixité des jeux aussi, qui se retrouve totalement évidente au dehors. Donc tout ça, ça les convainc, et après, il faut lever les freins. Oui, mais ça va être compliqué de sortir. On leur met les éléments logistiques, fil d'Ariane, chariot 8 places. On essaie vraiment de trouver les choses. Oui, mais on va se mouiller. Du coup, on a fourni les équipements aux pros pour qu'elles puissent, elles aussi, patauger dans la gadoue quasiment, sans être mouillées. Les vêtements chauds, que ce soit pour les enfants et pour les pros. Et une fois qu'il y a ça, on commence déjà à y arriver. Après, il y a le frein. Oui, mais les parents vont nous dire, attendez. La tâche debout, là, c'était pas prévu, son pantalon tout blanc. Eh bien oui, du coup, il faut maintenant éviter de mettre des pantalons tout blancs et des vêtements que vous ne souhaitez pas voir trop salis. Et c'est une démarche vraiment d'accompagnement aussi des familles qui s'est faite grâce aux professionnels qui ont été formés. Et maintenant, donc ça, c'est une démarche qui a été lancée il y a 3 ans. Maintenant, ça y est, franchement, dans toutes les crèches de Lyon, on sort tous les jours, y compris quand il fait froid, y compris quand il pleut. J'ai même envie de dire surtout quand il pleut. Et on a même des siestes dehors maintenant qui se font dans un certain nombre d'établissements. Et ceux qui sont les plus, on va dire, en avance, la font même l'hiver. Donc on a fourni les équipements pour des chancelières, des duvets, de quoi évidemment faire en sorte que l'enfant n'ait pas froid. Je rappelle, comme le disent les Scandinaves, il n'y a jamais de mauvais temps, mais que des mauvais équipements. Donc voilà, le tout, c'est de mettre les moyens pour, lever les freins, et après, les équipes s'approprient assez naturellement les choses au final. Justement, on va tourner vers les équipes, les professionnels sur le terrain, donc Elena et Alice. Peut-être vous pouvez dire un mot, justement, comment vous vivez ces sorties ou vous accompagner, parce que j'ai compris que une chose, c'est les politiques qui peuvent lancer l'initiative, et on voit de témoignages ici par rapport à la ville de Marseille et la ville de Lyon. Le lapsus, parce que je suis de Strasbourg. Mais là, c'était par rapport à vous, donc sur le terrain, quels sont les facteurs qui vous a poussé à dire allez, on y va, et comment ça se passe pour vous? Alors, moi, je ne suis pas directrice depuis très longtemps. Ça fait vraiment 2 ans que je suis en poste de directrice. Et c'est au moment où se sont ouvertes les sorties, où on a eu l'autorisation de sortir. Donc, c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion, parce que pour moi, c'était comment on change l'ordinaire en extraordinaire sur certaines journées, sur certains temps, comme ça, de la vie de l'enfant. Alors, c'est vrai que le frein évident, c'était les équipes.
parce que ça faisait des années qu'elles ne sortaient plus, elles n'étaient pas habituées, elles avaient peur. Peur de l'accident avec un enfant, peur de perdre un enfant, peur du regard des parents. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait quand même avec les équipes pour les convaincre et leur dire que c'était bénéfique à tout niveau. La première sortie a donc été une sortie au théâtre. J'avais une crèche où il y avait une mixité quand même par rapport aux familles et l'intérêt a été immédiat. C'est que déjà dans la relation entre les familles et les professionnels, il se crée quelque chose. On se regarde différemment, on est avec les enfants. Il y a quelque chose qui se crée vraiment du relationnel et qui change après. Et puis d'avoir ces familles qui reviennent vous voir quelques temps après en vous disant finalement le théâtre dans lequel on est allé, je suis allée voir une séance avec mon enfant, alors que pour eux au départ c'était inaccessible. Ça a vraiment créé quelque chose, ça a déverrouillé certaines familles. Pour elles, elles n'avaient pas accès à la culture. Elles n'allaient pas au théâtre, elles n'allaient pas à l'opéra. On a eu là sur la dernière sortie intercrèche 57 crèches qui sont parties, 59, 57 à l'Odéon. Plusieurs n'avaient jamais entendu parler de l'Odéon, mais ça a vraiment débloqué quelque chose, de se dire l'opéra, en fait, finalement, c'est possible. Donc c'est surtout de faire péter des leviers quelque part et de se dire on a le droit, vous pouvez le faire, c'est accessible. Les équipes maintenant sont convaincues, au bout de 3-4 sorties, elles attendent les sorties. Elles me disent mais c'est quand la prochaine sortie? Elles sont vraiment emballées par les projets, mais je pense que l'inconnu fait peur. Donc il faut, c'est comme l'extérieur pour l'instant, pour moi, c'est quelque chose de la sieste à l'extérieur, on n'y est pas encore. Mais je regarde ça avec beaucoup d'envie. Et je pense que voilà, il faut avancer petit à petit et qu'à chaque fois, c'est un défi pour les équipes de changer leurs habitudes. C'est bon? Oui. Je pense que quelque chose d'important à faire au tout début, c'est de reconnecter le professionnel à ses souvenirs d'enfance en nature et de le faire reconnecter avec les sensations, les parfums, les odeurs, les expériences de nature qu'il avait vécues quand il était petit et de lui montrer qu'après 20, 30 ans, ils sont encore là, ces souvenirs. Et que la nature a cette capacité d'émerveillement et de créativité que nulle part on peut trouver à l'intérieur, par exemple. Et ensuite, c'est bien sûr de prendre du temps de réflexion, de formation. Et on en parlait tout à l'heure pendant l'interview. Pour moi, c'est d'aller chercher chez le professionnel qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce que pour lui est important. Qu'est-ce que, au-delà de son travail de professionnel à la petite enfance, est important pour lui? Qu'est-ce que lui met un peu les étoiles dans les yeux? Et donc, créer des projets individuels qui vont fidéliser le professionnel autour d'un projet commun. Donc, d'avoir un projet commun, un socle réfléchi ensemble pendant des journées de formation. Et après, d'avoir des projets individuels pour que chacune et chacun puisse s'exprimer dans son individualité et donc se sentir reconnu et donc trouver du sens aussi dans son travail et dans son unicité. Je pense que voilà, il faut prendre le temps d'écouter les freins, de les enlever et aussi de le faire en équipe. Parce que quand on est toute seule à porter le projet, ce n'est pas simple. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le porter en équipe et de pouvoir aussi le porter avec les parents. Parce que souvent, on me dit en formation, les parents sont un frein. Non, les parents sont une ressource. Et le plus on arrive à collaborer avec eux, le plus le projet pourra être durable dans le temps. Et ça, pour moi, c'est un peu l'objectif parce que c'est vrai que l'éducation plein air, maintenant, pour la petite enfance, c'est devenu un peu une mode. Mais pour moi, l'intérêt, c'est que le projet soit durable dans le temps et que ça devienne la norme. Et que donc, on arrive tout ensemble à changer de regard et à se dire tout ce qu'on fait à l'intérieur, finalement, on peut le faire à l'extérieur. Et ce n'est pas juste bénéfique pour les enfants, mais c'est bénéfique pour les adultes, c'est bénéfique pour la nature aussi, non? Merci, oui. Et justement, tous ces sorties, cet engouement un peu pour aller dehors, sortir, etc., quelque part, on a besoin de se compter un peu, de savoir qu'est-ce qui se fait. Et je tourne vers Louise Boucher qui est en train d'étudier ce sujet. Peut-être tu pourras nous parler même de la plateforme et puis cette inspiration de pouvoir identifier les projets pour pouvoir ensuite améliorer et partager encore plus. Oui, alors déjà, merci pour vos partages, c'est très intéressant.
En fait, le constat général en France actuellement dans les établissements d'accueil de la petite enfance, c'est plutôt celui de ce que l'écologue Robert Pyle nomme l'extinction de l'expérience de nature, donc la disparition progressive de contacts fréquents, directs et significatifs avec le vivant, la nature, la biodiversité. C'est ce que vous citiez, ça faisait plus de 20 ans que les crèches n'étaient pas sorties, et même vous, avant les formations à Lyon, le constat, c'est plutôt celui d'une artificialisation des établissements d'accueil du jeune enfant. Pourtant, on sait que le contact avec la nature, il est super, super important, et notamment pendant ces 3 premières années de la vie. On sait que ça va avoir un impact très important sur le développement de l'enfant, le développement de son microbiote, son bien-être émotionnel et physique, mais aussi celui des professionnels qui les entourent. Ça change la qualité de vie au travail, ça change même la sensation du travail bien accompli et de voir que ça fonctionne bien. Enfin, voilà, j'ai eu des retours aussi sur les siestes dehors en disant les enfants se sentent vraiment super bien après. Du coup, tout ça, c'est important. Mais en France, on manque encore de données nationales, d'un recensement national sur les établissements d'accueil des jeunes enfants. Et il y a des questions qu'on se pose encore qui sont les structures, elles ont accès à quels extérieurs, à quels environnements naturels, quels sont les types de pratiques qui existent au sein de ces environnements naturels, comment aussi ces environnements ils sont perçus et utilisés par les professionnels concrètement. En fait, la réalité, elle est encore assez fragmentée. Il y a des régions où ça se développe énormément. Par exemple, vous avez mis en place dans vos villes des projets pédagogiques très poussés sur le dehors, mais on sait qu'il y a des régions qui sont moins concernées. Voilà. Et on ne sait pas encore en fonction de quels freins, quelles opportunités et quels leviers. En fait, dans ma thèse, je vais m'intéresser non seulement à ce que ça signifie pour les enfants d'être exposés à la nature, mais pas seulement qu'est-ce que ça veut dire d'être exposé à des environnements naturels, mais je m'intéresse à une définition large des expériences de nature qui va complexifier un petit peu la lecture des impacts et des effets de la nature. Je me base sur une définition des expériences de nature qui est développée par Anne-Caroline Prévost et Suzanne Clayton, qui sont 2 psychologues de la conservation. Et elles écrivent que les expériences de nature, ce sont des expériences qui impliquent des interactions avec un ou plusieurs éléments du monde naturel et qui mobilisent des processus cognitifs, sensoriels, émotionnels et sociaux. Les effets de ces rencontres, elles varient selon les individus, les contextes sociaux et les types de nature rencontrés. Donc, en fait, ce qui va être intéressant, ça va être quels vont être les espaces qui vont être rencontrés par les professionnels. Enfin, qu'est-ce qu'on propose aux professionnels, quels sont les types d'extérieurs qui existent, mais aussi en fonction de quelle posture pédagogique de l'adulte, en fonction de quelle intention de l'enfant, de quelle pratique de jeu. Voilà, donc du coup, je vais m'intéresser à ces expériences de nature dans un sens large. Et notamment pour pouvoir cartographier ces expériences de nature et avoir des éléments là-dessus, on a développé avec l'association La Belle Vie et en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, une plateforme de sciences participatives qui s'appelle Fourmis et compagnie, qui a été lancée il y a 2 semaines et qui va permettre de partager et de consulter des fiches activités nature à destination des 0-3 ans. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est ouverte à toutes et à tous, voilà, qui est en ligne et digitale. Et cette plateforme, elle va permettre non seulement vraiment de mobiliser et d'inciter les gens au changement de pratique, donc les familles et les professionnels de la petite enfance, mais aussi pour moi d'avoir une cartographie, une base de données vivante de ce que c'est les expériences de nature et comment elles sont vécues et pratiquées au quotidien par les professionnels et les familles en France. Donc je vais partager après un QR code si ça vous intéresse de partager une activité sur la plateforme. Voilà. Je voulais juste réagir sur un point, j'ai oublié d'évoquer concernant les professionnels, vous m'y faisiez penser, c'est l'aspect de l'acoustique et de l'atmosphère complètement apaisée qu'il y a dehors par rapport à l'intérieur. Et du coup, il y a différents éléments très clairs qui permettent d'attester aussi les bienfaits pour les pros. Très clairement, le fait d'être dehors, et alors encore plus s'il s'agit de crèches complètement de plein air, ça offre des conditions de travail qui sont beaucoup plus épanouissantes. Déjà, ça renforce le sens des métiers, parce que les aspects de pédagogie, d'éveil, d'épanouissement de l'enfant, ils sont beaucoup plus palpables au quotidien. Et en prime, il y a ces conditions de travail qui sont beaucoup moins usantes
ne serait-ce que par l'acoustique, la résonance qu'il n'y a pas, le comportement des enfants du coup qui sont beaucoup plus apaisés, beaucoup moins agressifs, je l'avais évoqué. Et je me souviens quand j'avais eu la chance de visiter pas mal de crèches à Paris, donc c'est les crèches de la Fondation La Croix-Saint-Simon, qui est une structure associative qui a à la fois des crèches en plein air et des crèches classiques. Donc leur point de vue, il est super intéressant parce qu'elles peuvent un peu comparer les conditions dans les deux. Et donc la directrice de la Fondation m'avait indiqué que déjà l'absentéisme dans ces crèches de plein air était moindre par rapport aux crèches classiques. Et quelque chose qui m'avait un peu fait sourire, mais qui est quand même assez parlant, elle me disait le taux de morsure n'a rien à voir dans les crèches de plein air versus dans les crèches classiques. Et ça, forcément, ça joue beaucoup sur le bienfait aussi des pros. Donc voilà, quand on parle des bienfaits de ces conditions d'être dehors, c'est aussi beaucoup pour les professionnels. Et dans le contexte de pénurie qu'on connaît aujourd'hui, moi je suis convaincu que c'est le chemin qu'on doit vraiment développer et montrer en exemple, parce que ça aidera aussi sur cet aspect-là, sur l'attractivité de ces métiers, tout simplement. C'est vrai que dehors, il y a beaucoup d'autres choses à mettre en bouche, donc c'est très intéressant que le petit copain. Donc, mais c'est justement, ça a changé. Je pense que vous êtes peut-être du monde de petite enfance. Il y a eu des changements récemment avec la mise en place de le service public et le fait que les villes deviennent des autorités organisatrices de la petite enfance. Je voulais voir, et puis nous avons aussi une charte nationale dans laquelle il est mentionné cette nécessité de la nature pour le jeune enfant. C'est le principe 6 pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette charte nationale. Est-ce que nous avons, pour les villes, quels sont aujourd'hui les freins que vous voyez? Est-ce que c'est facile pour une ville de mettre en place des programmes, d'encourager? Vous avez exposé un peu toute cette énergie qui a été mise au départ, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des leviers pour les villes d'accompagner les projets pour que la petite enfance, les 0-6 ans, puisse sortir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus faciles pour vous de justifier auprès de vos collègues et pour obtenir aussi des budgets pour? Merci. Alors, le service public petite enfance, moi, je ne vais pas en parler parce que je pense que ça ne change rien et que ça ne change rien dans la gestion qu'on a de nos équipements en régie municipaux. Donc, et les associatifs, on n'a pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nous changer la vie. Nous, je sais qu'on a 15 crèches en fin de labellisation Label Vie. Donc, par exemple, ça fait partie des choses qu'on a mises en place. Et pour Marseille, alors Gladys disait, là, elle est sur une crèche de l'hypercentre qui a vraiment la plus petite cour, je pense, des 59 crèches municipales. Avant, elle était dans une crèche qui avait une plus grande cour en centre-ville. On a des crèches qui ont des extérieurs magnifiques. Donc, c'est vrai qu'ils ont des extérieurs qui sont un petit parc, un petit jardin, qui ont plusieurs, un extérieur pour les petits, pour les moyens, plus les grands, plus un jardin pédagogique. Donc, tout ça, on l'a soit créé, si ça n'y était pas, quand c'est possible, soit renforcé, parce que quand même, tu as raison de dire qu'il faut sortir tous les jours, mais Marseille, c'est la ville la moins marchable, la moins cyclable, la plus embouteillée, avec les voitures sur les trottoirs. C'est quand même hyper compliqué de se déplacer. Donc pour nous, la sortie quotidienne, elle doit être sur la crèche. Et pour un enfant, sortir, c'est sortir. Une fois qu'il n'est plus dans sa section, qu'il est dehors, qu'il est la main dans la terre avec de l'eau, de la tambouille, de la patouille et des petits verres parce qu'on a bien mis de l'engrais et qu'il plante ses petites graines ou ses champignons, etc. Il est dehors pour lui. Ça, il ne fait pas forcément de différence si c'est le parc à 300 mètres ou si c'est l'extérieur de sa crèche. Donc c'est quand même sur ça qu'on essaie de mettre le paquet parce que ça, c'est quotidien, c'est tous les jours. Sur les parcs et jardins, vous avez dit on en a beaucoup, mais je crois qu'au rapport au ratio espace vert habitant, on est aussi les moins bons. Donc voilà, Marseille est obligé de s'adapter à ces contraintes et elles sont nombreuses. Donc pour nous, c'est vraiment leur apporter un jardin pédagogique, un espace extérieur, des espaces pour jouer, des espaces pour se salir. Sur les salissures, ça c'est des choses, bon, il suffit de le dire aux parents, hein, je crois que c'est toujours la même chose sur les freins. Moi, je sais qu'à l'école, je leur dis, vous achetez 4 survêtements, un pour le lundi, un pour le mardi, un pour le jeudi, un pour le vendredi. Vous venez pas me prendre la tête avec les trous, parce que nous, on a un jardin dans mon école et les enfants, ils vont tous les jours, toute l'année, en fait. Donc, c'est la sortie, il y a la cour et puis il y a le jardin. Donc, je crois que ce qui est important sur les tout petits, 0,3 ou même 0,6, quand c'est galère de se déplacer, c'est de leur donner sur site quelque chose qui permette déjà
un vrai rapport à la nature. Si vous avez un jardin, des fleurs, moi j'ai planté un amandier pour leur montrer de la fleur aux fruits, des jardinières et que vous plantez, l'enfant, lui, il est dehors. Et pour un enfant, si on retourne nous-mêmes dans sa crèche ou dans son école, tout nous paraît petit, alors que quand on est enfant, tout est géant. Donc l'extérieur de crèche, en tout cas à Marseille, c'est ce qu'on a à privilégier, nous, pour la quotidienneté du rapport à la nature. Alors, moi, je voudrais parler peut-être des freins institutionnels qu'il y a quand même pour développer ça. Là, très concrètement, à Lyon, on s'apprête à ouvrir des crèches de plein air. Et c'est un modèle qui n'existe pas d'un point de vue réglementaire. Hein, donc, je deviens un peu technique là, mais il y a ce qu'on appelle un référentiel bâtimentaire qui cadre les obligations qu'on doit respecter pour ouvrir une crèche. Et donc ce référentiel bâtimentaire, il existe pour les crèches classiques et pour les crèches dites de semi-plein air. Mais il ne dit rien concernant le plein air, donc vraiment ce que nous on entend par plein air en tout cas. Et donc je vous donne un exemple très précis. Si on ne prévoit pas par exemple la surface en bâti intérieur pour les dortoirs, eh bien théoriquement on n'est pas dans la réglementation. On n'est pas réglementaire. Donc là, nous, on a pris ce risque-là à Lyon de revendiquer l'avant-gardisme. Alors, on a beaucoup échangé avec le ministère qui est en charge de la petite enfance, qui est le ministère des Solidarités sur le sujet. On va dire qu'ils nous suivent plutôt, mais sans trop se mouiller non plus. Donc là, ça fait des mois et des mois que j'attends qu'un référentiel bâtimentaire plein air soit vraiment sorti. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. On me dit que ça va venir, mais voilà, c'est un peu long tout ça. Et en attendant, on est un peu obligé de se jeter dans le vide parce que on a en face une PMI qui est censée donner un agrément pour l'ouverture de ces crèches-là, qui, disons-le, à Lyon n'est pas forcément la PMI la plus avant-gardiste de France. Mais il y en a ailleurs qui sont, je sais qu'en Haute-Savoie notamment, à Strasbourg aussi, il y a des PMI qui sont très proactifs sur le sujet. Et donc du coup, on a quand même réussi à les embarquer dessus. Ça a été assez laborieux, faut être clair. On les a amenés à Paris d'ailleurs, la PMI de Lyon, pour visiter les crèches de plein air, échanger avec la PMI de Paris qui a agrémenté des structures de plein air. Mais on est sur ces structures de plein air, sur des bâtiments qui étaient déjà existants, qui ont été investis en l'état et qui sont plus sur un modèle de halte-garderie. Alors que là, à Lyon, on va faire vraiment quelque chose de from scratch, parti de rien. On n'artificialise pas les sols, ça je tiens à le préciser. On fait tout sur pilotis et un bâti vraiment très très contenu. Mais forcément qui ne correspond pas au référentiel bâtimentaire, parce que les siestes vont être tout le temps dehors, les repas vont être tout le temps dehors, abrités certes, mais dehors. Et ça, en l'état, ça ne répond pas au référentiel. Donc ça demande beaucoup de, quelque part, de proactivisme politique pour qu'on y aille. Et forcément, ça freine, j'imagine, tout un tas de collègues partout en France, parce que c'est plus facile quand on est Lyon, parce qu'on a des gros moyens, et mine de rien, je parlais du ministère, on a un accès, Sophie aussi, je pense, moins compliqué pour pouvoir discuter avec le ministère, et tout un tas de villes, ou même de plus petites communes, ça va être beaucoup plus complexe. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut vraiment verrouiller dans la réglementation le fait qu'on puisse faire des structures totalement de plein air. Voilà. On est là aujourd'hui, je pense, pour souligner ça. Et je fais juste un petit parenthèse aussi, parce qu'à Strasbourg, nous avons monté un projet d'une roulotte qu'on a posée dans un parc, justement pour tous ces défis. Voilà. Et donc, les enfants sont dehors quasiment toute la journée. Quand il pleut beaucoup, ils peuvent rentrer, une petite roulotte dans un parc. Et effectivement, contourner, on a dû faire beaucoup de demandes avec le PMI, mais comme vous dites, on a une super PMI là où nous sommes. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut changer. Et effectivement, c'est intéressant d'entendre le levier national pour faire les référentiels par rapport à ça. On espère que ça sera pas que ça tomberait dans les oreilles là où il faut, grâce à cette table ronde aussi. Louise, je pense que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tous ces défis qui sont pour les villes à mettre en place des structures. Oui. En fait, je voulais aussi souligner, parce que vous disiez que vos crèches étaient en cours de labellisation. Moi, ma crèche, ma thèse...
lapsus. Ma thèse, je la réalise aussi en partenariat avec l'association La Belle Vie. C'est une association qui accompagne les établissements d'accueil de la petite enfance dans leur transition écologique et sociale. Donc les crèches qui sont engagées dans cette démarche, qui est une démarche de formation et de partage de ressources pédagogiques, elles sont déjà sensibilisées et formées. Et dans les diagnostics de l'étude annuelle, on a quand même 5% seulement des crèches qui déclarent sortir régulièrement hors des murs. Donc tout à l'heure, on disait qu'on n'avait pas trop de données à l'échelle nationale, mais sur les 1200 crèches qui sont engagées avec l'association La Belle Vie, il y a seulement 5% qui déclarent sortir régulièrement. Donc on voit que la réalité des crèches au quotidien, elle est quand même très fragmentée et que on peut souligner aussi l'importance de certains facteurs comme les extérieurs au sein même de la crèche, plutôt que l'accès à des espaces naturels proches. Alors pour sortir dehors, d'aller outdoors, d'aller au-delà de la porte et aller trouver le jardin, de mettre les mains dans la terre et faire cette rencontre avec l'autre. Quelles sont les premières étapes? Elena, je tourne vers toi. Qu'est-ce que tu dirais la première étape pour une équipe ou peut-être un professionnel ici qui se dit alors comment j'y m'y prendre? J'ai pas une équipe qui est super emballée, j'ai pas David qui me soutient forcément, je ne connais pas si le PMI me permettrait. Quel serait ton avis pour lui? Je pense que ça pourrait être intéressant déjà de rentrer en contact avec des personnes qui ont déjà mis en place des projets pour se rendre compte que c'est possible, que c'est faisable et que c'est pas compliqué. Je pense notamment à des projets comme la roulotte ou comme la clé des champs à Rennes et d'autres crèches semi-plein-air qui sont montées les dernières années. Après, bien sûr, même sur Internet, il y a plein de vidéos, plein de ressources intéressantes qu'on peut aller voir pour se rendre compte qu'est-ce que c'est finalement de monter un tel projet. Et après, pour moi, les deux choses importantes sont la formation et la création d'un projet pédagogique qui soit cohérent avec le projet qu'on met en place. Et bien sûr, de se faire accompagner parce que pour moi, le plein air doit être un plaisir et pas un enjeu, et pas une obligation. Et ça doit partir vraiment d'un espace d'enthousiasme, d'envie de mettre en place le projet, parce qu'on l'a vécu et parce qu'on a vu qu'on est bien, que ça nous fait du bien, que ça fait du bien aux enfants, que ça fait du bien à la communauté. Donc je pense que prendre le temps de réflexion, prendre le temps d'écouter les professionnels, prendre le temps d'écouter les parents et prendre le temps d'écouter les enfants, parce que souvent j'ai l'impression qu'on ne fait pas suffisamment ça. Et je trouve que les tout-petits, surtout en termes de comment créer une relation vivante avec la nature, avec les autres, sont beaucoup plus éveillés que nous. Donc d'aller aussi écouter les enfants, de les observer, d'être en lien avec eux, de demander où est-ce que vous souhaitez mettre cet aménagement. Est-ce que, par exemple, quand on les voit qu'ils sont comme ça sur la fenêtre parce qu'ils ont hâte de sortir, les écouter. Et c'est émouvant de les entendre dire « je veux sortir, j'ai besoin d'aller dehors ». Et donc, allons écouter les enfants, faisons-le avec eux, et pas juste pour eux, mais avec eux. Ils sont des enseignantes très inspirants. Et surtout, je pense qu'autant que professionnels, notre rôle, c'est bien sûr de se former, bien sûr de se sentir à l'aise et d'assurer la sécurité, de se sentir en sécurité affective et de permettre à l'enfant de se sentir en sécurité, mais aussi de prendre du plaisir, d'être bien dehors et de permettre à la nature de faire ce qu'elle sait faire, beaucoup mieux que nous les adultes, et d'être maître, un peu comme disait Maria Montessori. L'environnement est le troisième éducateur, donc laissons la nature faire son travail. Super. Oui, je repasse à Sophie. Et puis après, peut-être Gladys, vous pouvez nous dire un mot, comment ça se vit pour vos équipes, ces changements et pour les parents aussi. Vous avez dit un petit peu que pour sortir, ils étaient plutôt contents, mais je laisse Sophie répondre. Je laisserai Gladys répondre sur cette partie.
Le souci qu'on a, c'est qu'on est dans une société du tout sécuritaire et du tout hygiénique. C'est-à-dire que, par exemple, l'obsession de la PMI aujourd'hui, c'est pas de nous aider à faire des classes dehors, c'est de nous faire mettre des portes avec des oculis et des doubles pince-doigts. Je ne vous explique pas ce que c'est pour une collectivité de changer l'intégralité des portes de ces équipements et le coût que ça a. Et si on ne le fait pas, on sera condamné financièrement. Donc en fait, on est sur des choses qui ne vont pas ensemble. Si vous regardez les cours de crèche, ce qui fait plaisir, ce qui est sécuritaire, ce qui est rassurant, c'est la gomme multicolore partout. Et tout est très cadré, tout est toujours pareil en fait. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est que petit à petit, on essaie de désimperméabiliser les cours, mais surtout pour les rendre plus, je sais pas moi, comment dire, plus dangereuses en fait. Parce que si on n'apprend pas à l'enfant... Moi, je suis pour que l'enfant tombe, se fasse mal et qu'il recommence. Hein. C'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Donc, je projette aussi ma façon d'avoir été maman, qui allait au parc tous les jours, tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et elle tombait. Je disais, tu frottes les mains, tu frottes les genoux, tu te relèves et tu recommences. Bon. Mais ça, c'est quelque chose à travailler. C'est-à-dire qu'on a perdu le fait que si l'enfant est toujours dans quelque chose de moelleux, d'adapté à lui, en fait, il ne sait pas gérer le risque. Il ne sait pas se jauger pour savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut... Et qu'en fait, ce n'est pas bon du tout, à mon sens, pour son développement. Donc, on a une crèche au Canet, ils ont un terrain d'aventure, c'est-à-dire il y a une pente, ils mettent plein de choses, et c'est des obstacles pour les enfants, et les enfants tombent, en fait. C'est le terrain d'aventure. Donc, tout ça, ça se travaille, je pense, avec les familles, en réunion, tous les jours, en expliquant. Et c'est important de recommencer à faire des cours, que ce soit avec de la terre, que ce soit avec de l'air, mais on a toujours... l'hygiène et la sécurité, et donc la PMI qui vient vous dire « Ah non, mais c'est pas dans la norme. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Donc, on est un peu, comment dire, en contradiction. Enfin, on est dans l'air du temps, mais on est en contradiction avec ce qui est attendu. Donc, c'est un peu touchy. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que sur les changements d'habitude, et notamment sur les cours, par exemple, on le propose, nous, que pour les grands, on ne va le faire qu'avec les équipes qui ont envie. C'est-à-dire de toujours commencer, ce que vous avez dit, par les professionnels qui sont partantes pour l'expérience. Et ensuite, entre l'analyse de la pratique professionnelle, entre les moments où les directrices, les équipes se regroupent pour faire les échanges de bonnes pratiques, c'est la théorie du petit pas, en fait. Mais on essaie de ne pas faire de brutalité dans le changement. Alors, Sophie Guérard parle de changement. Je pense que c'est de là que vient le point. C'est qu'on a des équipes, des professionnels, des parents qui sont super sécuritaires en fait. Il faut faire attention à tout. Moi, j'ai des professionnels avec qui ça a été super compliqué de faire des petits projets à l'extérieur parce qu'elles avaient peur que l'enfant se tâche, que le parent les réprimande, que c'est compliqué. Donc, je pense que d'abord, il faut éveiller un peu et changer cette culture qu'on a toujours de se sécuriser, de faire attention. Il faut la formation, je pense, pour les agents. Je pense qu'il faut passer forcément par une formation, y aller petit pas par petit pas et montrer que ça marche. Mais on ne peut pas tout ouvrir d'un coup parce que c'est traumatique pour une équipe. Donc oui, je pense que le levier, c'est vraiment la formation. La formation leur permet d'aller voir peut-être ailleurs comment ça se passe et que ça se passe bien. Là, je sais que Lyon a une autre pratique, peut-être, voilà, en réunion crèche fermée, de dire regardez sur la crèche de Lyon ce qui se passe. Mais il faut ouvrir un peu, ouvrir le regard des professionnels et se dire que maintenant on a le droit, on part sur de nouvelles expériences. D'accord, super. Juste, on a des enfants qui viennent nous rejoindre, donc ça fait plaisir. Peut-être, c'est dommage qu'on puisse pas leur inviter pour témoigner aussi leur plaisir d'être dehors. Mais je voulais peut-être venir aussi sur un point. Elena, je pense que tu voulais réagir. J'ai vu te prendre le micro pour la formation, mais je pense que c'est un point important. Est-ce que cette formation, vous avez les équipes qui ont le temps pour le faire, d'une part, parce que je pense que on est dans une situation, dans un métier qui est aussi en crise, il faut le constater. Ce métier qui souffre, on entend des professionnels dire que voilà, il n'y a pas assez de monde dans les structures, on n'a pas assez de temps, on est dans les grandes structures, elles ont beaucoup de travail à faire pour juste changer les couches, nourrir, etc. Donc ça devient une contrainte d'imaginer d'autres projets pour sortir. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de reconnaître un peu les difficultés aussi et voir quels sont nos leviers pour faire en sorte qu'elles puissent se faire former, qu'elles puissent accéder à ces formations et sortir, prendre le temps pour sortir. Je ne sais pas si, Elena, tu vas aller réagir là-dessus, sur cet aspect-là. Je veux bien réagir par rapport à ça. Et
juste avant, je fais une petite parenthèse au niveau de la PMI. Parce qu'avec le collectif Petite Enfance en Nature, on a quand même essayé de travailler sur ce sujet justement pour rendre homogène la réponse de la PMI, essayer aussi de sensibiliser à l'importance et aux enjeux de santé par rapport à l'éducation en plein air. Et ce que je dis souvent aussi, c'est je comprends en fait la PMI comme les professionnels, comme les parents, ont besoin de se sentir en confiance, de se sentir en sécurité, parce que finalement, elles portent une grande responsabilité et surtout, autant qu'infirmière, moi je prends ma casquette d'infirmière là, on a été éduqués pour éviter toutes sortes de risques, sauf que si on enlève tous les risques, on se met beaucoup plus facilement en danger. Et si l'enfant n'est pas capable de mesurer le risque, ce sera un enfant qui n'aura pas d'esprit critique par rapport au danger. Donc, moi, je me dis, OK, je comprends la manque de confiance ou de sécurité qui peut apporter ce modèle, mais et c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur de dire pourquoi on regarde justement un enfant qui tombe, qui peut-être se fait un petit peu mal, qui se fait un petit bobo, mais qu'il aura profité toute la journée dehors, ça sera peut-être un enfant plus heureux, où son système nerveux sera plus apaisé, avec un système immunitaire mieux construit. Donc, pourquoi on ne voit pas l'éducation plein air comme un investissement pour la santé du demain de l'enfant? Donc, voilà. Finalement, pour moi, le surprotéger, c'est lui faire du mal dans le long terme. Parenthèse fermée. Par rapport aux formations, je pense que là aussi, c'est un investissement de temps, mais pouvoir prendre un moment en équipe, tout ensemble, et pendant la formation, de rédiger un programme, d'avoir un objectif clair, un objectif partagé et un plan d'action structuré pour se dire, OK, le projet ne va pas tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait le lundi? Qu'est-ce qu'on fait le mardi? Qu'est-ce qu'on fait le mercredi? Qu'est-ce qu'on fait le jeudi? Qu'est-ce qu'on fait le vendredi? Qui fait ce projet? Qui porte ce projet individuellement? Qui fait des projets en équipe? Je pense que c'est un peu la piste que moi je donnerais, parce que on peut faire des formations et après se dire c'est génial, mais je n'aurai jamais le temps de le mettre en place. Donc si on peut déjà commencer en formation, à prendre le temps pour structurer le projet et de se faire accompagner tout au long de l'année, que ce soit quelque chose de récurrent, que du coup, par exemple, quand je donne des formations, après 3 mois, je donne un rendez-vous au moins avec les directrices pour qu'on puisse faire un petit point. Et que s'il y a des freins ou des obstacles qui sont là présents en ce moment et qui n'étaient pas présents en formation, on peut tout de suite les enlever et donc recommencer, se remettre dans le projet et garder haute la motivation, je dirais même la discipline de sortir. Merci. Moi, j'aimerais bien tourner sur des partenariats. On a parlé pas mal de la PMI. D'ailleurs, est-ce que la PMI est présente aujourd'hui? D'accord. parce que ça fait toujours plaisir. J'aime bien pouvoir toujours laisser la PMI aussi prendre la parole. C'est important, mais parce que je pense que c'est l'un des partenaires. Donc, j'aimerais bien vous entendre dans les villes. Qui sont vos partenaires qui vous accompagnent pour réaliser ces projets? Est-ce que vous tournez vers les centres d'initiation nature? Est-ce que vous avez des spécialistes? Vous avez parlé de formateurs, formatrices qui viennent. Qui sont les partenaires pour pouvoir réaliser ces projets très politiques, en fait, de sortir avec des enfants? Alors, il y a les partenaires et il y a les adversaires, en fait. Alors, nous, les partenaires, alors on a la Belle Vie, puisqu'on a travaillé avec cette association justement pour qu'elle nous monte en compétences, parce qu'il y a toujours l'idée de se monter en compétences. Après, les partenaires, nous, on est en interne, c'est-à-dire que la ville service crèche va parler à la ville service parc et jardin. La ville service crèche va parler à la ville service culture pour les bibliothèques et les musées. On travaille entre nous, entre élus. On a de la chance que les élus, on a quand même une ligne directrice qui fait qu'on se comprend et qu'on va ensemble.
Après, pour ce qui est des autres partenaires, on ne va pas y passer 1000 ans, mais sur la PMI, le but de chaque adulte et de chaque collectivité en responsabilité, c'est d'ouvrir le parapluie s'il y a un problème. Donc, partant de là, vous n'y trouvez pas des partenaires, vous trouvez des gens qui se protègent. Et donc, si vous voulez prendre un risque ou aller vers quelque chose qui n'est pas ultra cadré, parce que c'est sûr, hein, le plus simple, c'est de laisser les enfants toute la journée dans la section. Sur le papier, hein. Parce qu'après, il y a la santé mentale qui vient en jeu. Mais la santé mentale, ça ne se voit pas. Et aujourd'hui, les gens se préoccupent de ce qui se voit immédiatement. Donc, je ne pense pas qu'on ait des partenaires, si ce n'est des partenaires au sein de la majorité pour ouvrir, parce que c'est tout un défi d'ouvrir une bibliothèque, d'ouvrir un musée. Enfin, les agents ne sont pas habitués, ils ne savent pas faire, ils galèrent déjà avec les scolaires. Donc, quand on leur dit on va vous amener au musée de la faïence des enfants de 2 ans, c'est compliqué. Quand on dit à l'opéra, à l'orchestre philharmonique, vous allez jouer devant 350 enfants de 2 ans, je suis obligée d'aller parler aux musiciens parce que je vois qu'ils sont en PLS, ils sont tout blancs, et je suis obligée d'aller leur dire ne vous arrêtez pas si ça pleure, ne bloquez pas si ça pleure, s'il y a 30 enfants qui pleurent et 400 qui écoutent, c'est gagné, c'est pari gagnant. Enfin, il y a aussi tout l'adulte qui finalement, on est un peu dans une société, c'est ce qu'on voit dans les no adultes only en ce moment, là, qui a peur des enfants ou qui n'a pas envie d'être avec des enfants ou qui ne sait plus faire avec les enfants. Donc, moi, je dirais que les partenaires, on les trouve souvent en interne ou par le biais d'associations qui portent cette même idée, cette même conviction que nous. Et après, le meilleur partenaire, je crois que c'est soi-même, sa conviction et les professionnels petite enfance qui, pour moi, pour tout ce que j'ai ramené, pour tout ce que j'ai voulu faire, je les ai toujours trouvées partantes, quoi. Donc, les meilleurs partenaires, c'est elles, je pense. Alors, moi, je vais revenir sur du coup les projets structurants, hein, les crèches de plein air et donc les partenaires qu'on a quand même sur ces projets-là. Hein, j'ai pas été très sympa avec la PMI, mais pour le coup, je dois souligner le soutien de la CAF. Parce que la CAF, elle cofinance évidemment nos projets et y compris, elle nous a suivis les yeux fermés. Enfin, même pas les yeux fermés parce qu'elle était totalement consciente de ce qu'on faisait et du fait qu'on était hors des clous du référentiel bâtimentaire. Elle savait que là, on allait sur quelque chose vraiment d'avant-gardiste et elle a quand même tenu à nous suivre, à nous financer et ça, c'est vraiment très appréciable. Et je ne sais pas si c'est comme ça partout en France, mais en tout cas, la CAF du Rhône à Lyon, c'est vraiment un soutien. Et ça fait vraiment plaisir. Après, dans d'autres partenaires qu'on a sur ces dimensions de la formation notamment, c'est les écoles de formation du territoire qu'on rencontre très régulièrement. Tous les ans, on les rassemble toutes à l'hôtel de ville pour échanger sur la pénurie, sur la formation, sur les moyens de stimuler l'attractivité des métiers et des formations. Et le fait d'aller sur le plein air, c'est devenu vraiment un vecteur. Et elles en conviennent. Et beaucoup d'entre elles sont maintenant très proactives sur le fait d'intégrer dans la formation initiale des modules de l'éducation dehors et vraiment de la crèche de plein air. Donc ça, c'est vraiment super et on en voit les effets parce que depuis qu'on a annoncé les projets de crèche de plein air, on reçoit des candidatures. Ça fait 3 ans qu'on reçoit des candidatures sur nos crèches alors qu'elles étaient même pas encore commencées d'être construites. Et ça intéresse vraiment les jeunes diplômés, ça on le sent. On le sent aussi dans les entretiens d'embauche à la ville de Lyon. On est devenu attractif, notamment grâce à ça. Parce que ça intéresse beaucoup les jeunes diplômés. Donc ça, je trouve que c'est très encourageant de voir ça. On sait que les écoles de formation... en tout cas sur le territoire lyonnais, elles suivent bien. Et c'est quelque chose, je pense qu'il faut essayer de faire essaimer maintenant au niveau national. Et c'est pour ça que la bataille que j'évoquais du référentiel bâtimentaire, elle est essentielle. Parce que derrière peut découler aussi tout un tas d'éléments, notamment sur la formation initiale dans l'ensemble des structures de formation. Et ça fait le lien un peu avec ce qui a été évoqué sur l'aspect hygiéniste de la petite enfance. Moi, vraiment, je suis convaincu que notre combat, il est aussi là. C'est sortir les métiers de la petite enfance de cette image sanitaire et hygiéniste qu'ils véhiculent et que même qui est inhérente, parce que ça relève du ministère de la Santé et des Solidarités. Et l'aspect éducatif, pour le coup, n'est pas du tout palpable. Et ça, c'est une vraie différence avec beaucoup de pays européens, l'Allemagne, les pays scandinaves notamment. C'est que la petite enfance là-bas est la première marche de la politique éducative du pays, alors que chez nous, c'est l'école maternelle. Et la petite enfance, c'est juste un agrément pour les salariés.
Voilà, c'est comme les tickets restaurants, c'est pour faciliter la vie des travailleurs, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que les crèches ont été créées en France. Et il y a vraiment ce schisme culturel à lancer pour que la petite enfance soit perçue avant tout comme un métier d'éveil, un métier de pédagogie. Et je suis convaincu que si on arrive à faire ce schisme-là, on aura beaucoup plus de candidats dans les écoles aussi pour faire ces métiers de petite enfance, et qu'on aura aussi beaucoup plus de garçons. Voilà, parce qu'aujourd'hui, 99, je sais plus combien des professionnels sont des femmes en France. Au Danemark, il y a quand même 30% d'hommes dans les métiers de la petite enfance. Parce que c'est pas du tout la même image, et notamment grâce à l'éducation dehors. Donc voilà, je suis vraiment convaincu que, en fait, il n'y a que du bien à prendre, donc faut y aller gaiement, quoi. Super, là, dans le temps qui nous reste, on va faire un zoom, on est en 2030. Je vais commencer, Elena, la petite enfance hors les murs, c'est quoi? C'est calme. Je dirais, j'ai l'image de professionnels épanouis, contents, bien équipés, des enfants aussi bien équipés. Et j'imagine aussi la communauté éducative qui est présente. J'imagine de l'intergénérationnel aussi, une petite enfance qui n'est pas la petite enfance, des personnes âgées qui ne sont pas les personnes âgées, de l'école maternelle qui n'est pas l'école maternelle, mais qu'il y a vraiment une fluidité entre les différentes, la spatialisation de différents secteurs qu'on a créés dans notre société. J'ai vécu dans des communautés indigènes en Amazonie et j'ai voyé à quel point c'était tout entremêlé et les personnes étaient toujours en relation. Les enfants apprenaient des enfants plus grands, des personnes âgées et les personnes âgées aussi apprenaient les enfants en lien avec la nature. Donc peut-être pas 2030. 2030, j'espère en tout cas qu'il y aura déjà des formations initiales à l'éducation plein air à l'université, pour que justement ce soit aussi faciliter la formation après continue. Si les personnes sont déjà sensibilisées à ça, peut-être que ça sera plus facile de mettre en place des projets, que les nouvelles professionnels soient formés à ça et donc voilà, qu'ils puissent apporter leur touche naturelle au nouveau projet. Super, Louise. Alors, 2030, tu auras fini la thèse. J'espère. Ça dure longtemps, mais quand même. Oui, alors je fais mes calculs. On part quand même un petit peu de loin avec le constat actuel. En France, en tout cas. Après, c'est aussi différent dans d'autres cultures et c'est important aussi de le mentionner. Donc, ce que je peux espérer en 2030, c'est des pratiques pédagogiques qui ont déjà changé maintenant. Plus de nature, plus de connaissances du vivant pour les enfants et un rapport sensible, situé avec le vivant et la nature dès la petite enfance. Et aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est que connaître le vivant, c'est aussi avoir envie de le protéger plus tard et ça va sans doute influencer aussi les attitudes pro-environnementales des enfants plus tard. Donc j'espère pour 2030 des parents qui sont un peu plus sensibilisés à vouloir protéger la biodiversité et du coup des enfants qui sont plus au contact de la nature dès la crèche, quoi. Gladys, je vais tourner vers vous avant d'aller vers nos deux élus présents. Voilà, alors 2030, votre structure et les crèches à Lyon, comment vous voyez ça? À Marseille, excusez-moi, je suis internationale un peu partout en même temps. Alors, en 2030, moi je suis déjà très positive parce que je trouve qu'il y a eu des belles avancées depuis ces 2-3 dernières années quand même. Donc je suis optimiste et je me dis que ça va continuer comme ça. J'espère une ouverture dans tous les sens du terme. Ouverture de la crèche, ouverture des esprits, des professionnels, enfin vraiment une ouverture, de laisser rentrer, de laisser sortir. J'espère qu'on sera moins cloisonnés, qu'on sera plus en communication tous, enfin même je veux dire les crèches entre elles, de villes différentes, qu'on puisse avoir cette communication et s'enrichir les uns les autres. Donc je rêve vraiment d'un enrichissement global.
Alors Steven, 2030 Lyon, du coup, ça ressemble à quoi la petite enfance hors les murs? Pardon pour le technique. Évidemment, un prolongement de ce qui a déjà été impulsé, hein, que ce soit évident que l'activité, l'essentiel de la journée se fasse dehors et que tous les enfants fassent la sieste dehors. Hein, j'insiste vraiment sur la sieste parce que c'est l'un des bienfaits assez clés hein, sur le fait d'être dehors, sur l'air qui est respiré, sur le microbiote qui du coup est enrichi avec la proximité de la nature, les feuilles, tout ce qui est sécrété par les végétaux, ça améliore le microbiote, ça améliore la santé globale, les défenses immunitaires, la qualité du sommeil. Et je trouve qu'en plus, c'est ce qu'il y a de plus visible. Ça fait un peu, quelque part, vitrine, parce que ça se voit, les enfants qui dorment dehors, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a plein de badauds qui viennent les observer, mais ça rend plus visible, finalement, le fait que être dehors, c'est aussi des bienfaits naturels, c'est une pédagogie et donc ça change aussi l'image des métiers telle qu'elle est perçue par le grand public. Voilà, le fait d'être dehors, c'est aussi un vecteur de ça. Et ça rejoint ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, le fait de changer cette image des métiers de la petite enfance, ça passera vraiment par ça. Et alors en 2030, j'espère qu'on aura aussi bien avancé sur quelque chose, mais alors là au niveau national, hein, c'est sur les congés post-naissance. Qu'on soit sur quelque chose qui soit bien plus proche de ce qui se fait, alors je radote, hein, mais dans les pays scandinaves, où en fait l'accueil dans les crèches se fait à partir de 1 an. Parce que jusqu'à 1 an, c'est un congé parental digne de ce nom qui est proposé. C'est un congé qui est obligatoirement père et mère, hein, de manière totalement équitable. Au Danemark, il y a même des malus pour les entreprises qui ne respectent pas ça et qui ne permettent pas au père de prendre son congé parental. Et c'est socialement extrêmement mal vu de faire garder son enfant avant 1 an. Ça se fait presque sous le manteau, de ce que j'ai cru comprendre. Donc j'espère qu'on en sera aussi à ça, parce que d'une part, pour le petit, pour le nourrisson, sa place, elle n'est pas dans une crèche à 2 mois et demi, elle est avec ses parents, il n'y aura rien de mieux. Et en plus, dans la pratique du métier, c'est plus du tout la même chose de devoir à la fois composer avec des nourrissons de 2, 3, 4 mois et des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pareil pour cette image que le grand public a des métiers, je pense que c'est structurant ça. Et notamment sur le plein air, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir composer avec des enfants de 1 à 3 ans que des enfants de 3 mois à 3 ans. Et nous d'ailleurs, dans les crèches de plein air qu'on va faire à Lyon, on ne pourra pas prendre les enfants avant 12 mois. Parce que ça sera trop complexe en fait logistiquement pour l'équipe. Et donc on a fait ce choix-là, de considérer que c'est à partir de 12 mois pour ces crèches-là. Hein, heureusement, on en a plein d'autres. On ne va pas arrêter d'accueillir les nourrissons dans nos crèches. Mais voilà, je pense que ça serait un bienfait, à la fois pour les enfants, pour les parents, pour la société au sens large, hein, pour aussi l'égalité femmes-hommes professionnelle, hein, et pour les professionnels elles-mêmes, parce que le sens de leur métier s'en trouvera que renforcé. Merci. Alors Sophie, ouais. Marseille, 2030 et les petites enfances. Alors, je vais essayer de ne pas répéter tout ce qui a été dit avec Steven. On est évidemment d'accord sur cette histoire du congé parental. Moi, je vais plus loin, je vais jusqu'à 14 mois parce que c'est là où le taux d'encadrement passe de 1 pour 5 à 1 pour 8. Et vu qu'il y a la pénurie, qu'il faut accueillir les enfants, je pense que 14 mois, c'est bien. Tout pareil que lui. J'adhère à tout ce qui a été dit et du coup, je vais dire autre chose puisqu'on a 2 minutes. 2030, pour moi, c'est la ville à hauteur d'enfant. Parce que les crèches font partie d'un grand tout qui s'appelle la ville. Et si on veut que les crèches sortent, rencontrent et la nature et l'autre et l'intergénérationnel et l'EHPAD d'à côté, parce qu'il se passe des trucs magiques quand on fait crèche EHPAD ou école maternelle EHPAD, il faut que la ville soit praticable et soit marchable et soit accueillante. Donc je dirais que
le défi, l'objectif pour moi, c'est la ville à hauteur d'enfant, c'est que les choses soient prévues pour les tout petits, c'est que les trottoirs soient larges, qu'ils soient sécurisés, c'est qu'il y ait des bons passages piétons, c'est que les vitesses soient limitées. Enfin, c'est aussi pour favoriser le déplacement, parce que ce qui fait le plus gros frein à mon sens et ce qui fait qu'on reste chacun et chacune dans son équipement, c'est parce que l'extérieur est agressif. Donc si on pouvait repenser les villes, on est en train de le faire, hein, on y travaille, on fait des rues des enfants, on fait un tas de choses, on fait des piétonisations, on enlève les voitures, même si c'est compliqué. Mais voilà, si toute la ville pouvait être quand même, dans chaque décision que l'adulte prend en urbanisme, en voirie, dans tous ces trucs-là, penser à l'enfant et à son déplacement, ce serait chouette, plus tout ce qu'ont dit mes petits camarades. Merci, c'est une belle conclusion, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait fini parce qu'il y aura peut-être des questions dans la salle aussi par rapport à la petite enfance hors les murs. Comment vous êtes des professionnels dans la salle, vous avez des structures, vous avez peut-être un petit témoignage à nous faire pour partager, puisque... Voilà, il a... Alors, je vois quelqu'un que je connais bien. Qui viennent de Rennes pour parler des crèches plein air là-bas. Voilà. Merci. C'est au bruit. Je vais m'adresser à Monsieur Vasselin. Vos élus étaient venus visiter nos crèches à la Clé des Champs. C'était pas vous, mais ouais. Et donc bravo parce que vous allez au bout de vos ambitions. Après, moi, sur la relation à la PMI et le référentiel bâtimentaire, au début, nous, sur nos 2 crèches plein air, on partait sur un tout petit bâtiment et on a la chance d'avoir une interlocutrice à la Reine qui est au niveau de la PMI, qui est pleine de bon sens, qui nous accompagne vraiment qualitativement et qui nous avait dit, en fonction de votre protocole des températures, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, quand le taux d'hygrométrie est trop important, quand l'air est pollué, vous allez avoir la nécessité de rentrer tous à l'intérieur. Donc 24 enfants et 8 professionnels. Et c'est vrai que sa réflexion de nous dire il vaut mieux avoir ce bâtiment qui correspond aux normes de la PMI, même si au début on n'était pas trop d'accord, ça nous a bien servi au quotidien parce que quand on doit tous rentrer, parce que notre protocole ne le permet pas d'être dehors, on s'est quand même dit que c'était vraiment des bons conseils. Sur la 3e crèche qu'on a envie de construire là en projet, je me dis qu'on aimerait bien aussi réduire ce bâtiment, cette superficie, mais comment on fait, comment on s'adapte si justement le protocole ne permet pas d'être dehors. C'est le jardin du Luxembourg et le Champ de Mars, les haltes garderies de la Croix-Saint-Simon, ils sont à la demi-journée. Donc quand un enfant, ils accueillent à partir de 16 mois, nous on a fait ce choix d'accueillir toute la journée à partir de 2 mois et demi. Quand un enfant passe sa journée entière dehors, il y a des moments où quand même il a besoin de rentrer, il a besoin d'un autre confort. Voilà. Et moi, je me questionne sur ce 3e projet qu'on aurait. Est-ce qu'on réduit t'as ta roulotte qui nous inspire beaucoup, mais est-ce qu'on réduit le bâtiment ou pas? Ouais, moi, je pense qu'il faut y aller. Et nous, c'est le choix qu'on a fait sur nos crèches de plein air à Lyon. En fait, vous l'avez dit, c'est une question du protocole qui est établi avec la PMI. Donc, même si ça a été laborieux, au final, on s'oriente vers un protocole qui va nous permettre de vraiment fonctionner. Et donc, de fonctionner sans la surface de dortoir prévue en intérieur. Et c'est là toute la différence avec le modèle du semi-plein air. Quelque part, le modèle plein air n'existe pas aujourd'hui, je l'ai dit, il n'y a pas de référentiel. Donc, on se permet de poser des bases là, qui sont validées par la CAF, donc c'est cool. Par la PMI aussi, parce qu'elle va nous donner un agrément. Et derrière, on espère que ça va faire école et que ça va servir de modèle pour un référentiel bâtimentaire sur le plein air. Le ministère m'assure que c'est bon, ils ont bien pris le sujet, que ça avance et qu'on va arriver à quelque chose. Donc voilà, j'espère. Mais au-delà du fait que, au-delà de notre cas, parce qu'au final, ça y est, nous, ça va être lancé, ça va être fait. J'ai envie de dire, même si le référentiel ne bougeait pas,
ça ne nous empêchera pas de les ouvrir. Mais c'est surtout pour les autres, pour essaimer, et donc pour vous aussi, notamment sur votre troisième projet. Je pense qu'on doit vraiment permettre de ne pas avoir ces surfaces en bâti pour les dortoirs. Et après, j'ai peut-être pas précisé, mais on a quand même une petite salle de repli. Hein, on a quand même un bâti avec une salle de pause pour l'équipe, salle de change, les toilettes, office de réchauffage et notamment une petite salle de repli qui permettent effectivement, comme vous le disiez, les enfants qui ont quand même besoin de rentrer un petit peu puissent le faire. Simplement, elle n'est pas prévue pour permettre que tous les enfants fassent la sieste à l'intérieur, parce que c'est pas le projet. Et après, on composera avec les aléas météo. On le sait, ça peut arriver, mais c'est quand même, finalement, ça se compte sur les doigts d'une main, sur une année, les fois où vraiment ça va être les conditions dantesques, de vent violent, qui font qu'il va falloir absolument fermer. Et après, c'est plus la question de la chaleur qui est embêtante, mais pour le coup, là c'est pareil, le dehors finalement est la solution parce qu'on aura toujours une température plus acceptable à l'ombre d'arbres avec un sol naturel, donc idéalement du gazon, qu'à l'intérieur, même dans un espace ventilé. Moi, je ne suis pas pour mettre de la climatisation parce que on ne fait qu'aggraver le problème localement. Hein. Alors certes, on le réduit dans la salle en question, mais on aggrave le problème dans la ville. Donc, ce n'est pas la solution. Mais pour la chaleur, ça fonctionne finalement d'être dehors. Et après, pour la pollution, je suis étonné de ce que vous a dit la PMI parce que pour le coup, l'air est toujours plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, même en cas de gigapic de pollution. Hein. Donc, à part s'il y a une alerte Céveso, une usine chimique qui a explosé à côté de chez vous, il n'y a aucune raison de ne pas sortir, y compris quand l'air est très très pollué. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir conclure et finir là. Merci beaucoup pour les intervenants. Donc, on entend qu'il y a des ressources, il y a des collectivités qui sont montées, collectif Tous d'Or. Il y a La Belle Vie qui a beaucoup de ressources. Nous avons des villes pionnières comme Lyon et Marseille qui sortent avec les enfants, qui créent des structures avec des pratiques. Voilà, donc beaucoup de ressources aujourd'hui qui existent. Donc, lancez-vous. En tout cas, restez en contact, c'est l'essentiel. Et puis, une très belle journée ici à Marseille. Merci pour l'accueil à toute la ville. Merci.